Bonjour à tous, merci d'être là. Aujourd'hui, on réunit une belle table ronde. Et donc, on est là pour parler d'un sujet qui est extrêmement important, qui concerne les compétitions d'agences. Mais avant ça, je vais me présenter. Je m'appelle Mathieu Badi, je suis le directeur général France de l'agence créative européenne Oval. Et on a changé de nom il y a à peu près 3 mois. Et notre changement de nom incarne notre volonté finalement d'avoir un impact positif sur la société dans la façon dont on fait de la communication, mais aussi en tant qu'entreprise, au sein de notre industrie et au sein de l'économie en règle générale, évidemment. Et donc comme vous le voyez dans notre signature, We Connect for Real. Donc for real, quand on croise for real et impact positif, ça veut dire qu'au-delà des engagements, il faut faire des choses, des vraies choses, faire des actions qui vont avoir donc un impact positif. Et aujourd'hui, donc, on parle des compétitions d'agences, et ça fait des dizaines d'années dans tous les pays du monde à peu près que les agences comme les nôtres font des compétitions dans l'espoir de travailler pour nos sympathiques clients, pour essayer de les faire avancer dans la construction de leur marque. Et malheureusement, la plupart de ces compétitions d'agences sont pas rémunérées. Ça représente aujourd'hui un coût qui est en moyenne, selon une étude menée par la ACC, de 32 000 euros par compétition, par agence. Donc vous imaginez une compétition avec 4 agences, une qui gagne, 3 qui perdent. Ça fait 96 000 euros de perdus pour ces 3 agences. Et pour nous, on a chiffré ça à peu près à une perte de, enfin pas une perte, pardon, mais un coût de 640 000 euros par an, parce qu'on fait en moyenne une vingtaine d'appels d'offres par an. En général, on en gagne un tiers à peu près, c'est un pourcentage moyen. Donc vous imaginez, je vais refaire le calcul rapidement de tête, si j'y arrive, 640 000 divisé par 3, ça fait à peu près 200 000 euros, donc plus de 400 000 euros de perdus. Donc là, il y a un vrai problème en fait structurel pour l'industrie. Il y a un vrai problème pour des agences comme la nôtre qui sont des agences de moins de 30 personnes. Et donc, dans le cadre de cet événement qu'on organise, on a souhaité réunir des gens qui s'engagent pour essayer de faire changer les pratiques, qui s'engagent aussi pour un impact positif, mais qui, au-delà de s'engager, agissent vraiment. Donc, je vous remercie d'être là aujourd'hui avec nous et je passe la parole à Émilie qui va animer cette table ronde. Merci Mathieu, bonjour à toutes et à tous. Effectivement, une belle tablée que je vais tout de suite présenter. Donc Fabienne Gila, vous êtes responsable achat, prestations intellectuelles et événementielles pour le groupe ADP. À côté de vous, Marguerite Laborde, vous pilotez Mustela, une marque qui fait partie du groupe des laboratoires Expansience. Et vous participez également, vous êtes membre de la CEC, on en parlera un petit peu plus tard. À côté de vous, Céline Joly, vous êtes la directrice générale de l'agence Atypique, une agence événementielle, et vous êtes également secrétaire générale de l'association L'événement. Et enfin, je termine par mon voisin de droite. Vous êtes du coup Dimitri Dorès et vous pilotez Limpide, l'agence, on verra, qui s'occupe d'achats et notamment des achats publics. Alors, on commence avec ce chiffre, Mathieu. Vous nous avez dit que les appels d'offres représentaient environ, je crois, 640 000 euros de dépenses, de coûts pour votre agence. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous avez évalué peut-être ce coût-là pour commencer ? Voilà, comme je le disais, donc, il y a eu cette étude qui a été faite qui évalue à peu près 32 000 euros coût moyen. Donc, qu'est-ce que comprennent ces coûts ? Donc, c'est le temps passé des équipes internes, potentiellement l'externalisation aussi si on a besoin de renfort ou si on a besoin de production dans le cadre d'un appel d'offres donc qui dure 2 à 3 semaines. 3 semaines quand ça se passe plutôt bien. Et donc, c'est tout le temps passé en fait des équipes. Ouais. Et ça ne comprend pas, et ce qui est hyper important, toute la valeur qui est générée à chaque fois, donc c'est-à-dire tous des concepts créatifs, des idées. Donc si on évalue à peu près à l'équivalence, on pourrait multiplier par 2 même ce coût en termes de valeur créée. Donc c'était un peu le point de départ, mais pas que. Je crois qu'il y a eu plusieurs raisons qui ont fait. C'est vrai qu'il y a un positionnement, une redéfinition un peu de la valeur et de l'impact de l'agence. Ça a été le point de départ du coup de ces dédits. Alors on va un peu définir, parce qu'on a tous un peu une définition de ces dédommagements financiers pécuniers. Chez vous, quelles sont vos pratiques exactement alors pendant les appels d'offres pour dédommager voilà, comment ça se passe chez vous ? En fait, effectivement, on organise cette table ronde pour une raison qui est très simple, c'est que il y a quelques années, depuis quelques années, moi je fais partie aussi de l'association L'événement, aux côtés de Céline.
Et un jour, dans une réunion, Céline dit, nous, quand on travaille sur des pitchs et qu'on gagne un pitch, on rémunère nos concurrents. Alors j'ai trouvé ça absolument exceptionnel, je me suis dit, wow, c'est hyper classe, quelle démarche incroyable. Puis après on a fait un appel d'offres pour le groupe ADP, donc avec Fabienne à mes côtés, pour l'activation des Jeux Olympiques, du partenariat. Et donc on a discuté avec Fabienne, avec un de nos concurrents qui fait aussi partie de l'association L'événement, Michel Rivet, qui dirige l'agence MoMA. Et donc on a appelé Fabienne en lui disant est-ce qu'on pourrait considérer un dédommagement pour cette compétition. Et donc Fabienne, hein, tu me corriges si je dis des bêtises, elle a dit mais bien sûr vous avez raison, parce que c'est un gros montant, c'est un gros engagement. Donc ça c'est la deuxième petite graine. Et donc la troisième, ça a été de participer à la CEC, la Convention des entreprises pour le climat, où en fait je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de vertus à considérer l'écosystème dans lequel on évoluait, donc tant ses concurrents que ses clients, que ses partenaires, et que finalement, si on voulait que les choses changent, il fallait que chacun agisse. D'une certaine manière, c'est un peu la logique du colibri. Chacun fait quelque chose et en fait, à un moment donné, ça peut créer quelque chose, un vrai changement. Et donc, ces trois petites graines, finalement, sont catalysées dans notre positionnement et dans notre changement d'identité avec Oval. Et donc, je me suis dit, mais en fait, tout s'aligne. Il faut que nous aussi, on s'engage. Il faut que nous aussi, on agisse. Et donc, à partir d'aujourd'hui, on a décidé effectivement que dans le cadre d'une compétition qui était non rémunérée, enfin, non indemnisée, par une marque, on indemniserait nos concurrents comme le fait Céline. À partir de quand, du coup, Oval a mis en place ces pratiques, exactement ? Alors à partir d'aujourd'hui, du coup. À partir d'aujourd'hui. Voilà. Donc c'est pour avant, ça n'avait pas été. Non, exactement. Ouais, non. C'était l'idée aussi. De lancer ça. On va en parler et de lancer ça et aussi d'avoir une discussion entre nous pour parler des solutions en fait, parce qu'on fait beaucoup de chartes, on a signé beaucoup de papiers dans des conclaves, comme dirait notre Premier ministre. Et là, il est le temps de porter ça sur le public et d'échanger, en fait, de trouver des solutions ensemble. On va parler de ces trois petites axes, ces trois angles pour arriver à cette décision. Du coup, Céline, est-ce que vous pouvez nous expliquer, c'est vrai que vous êtes peut-être une petite réaction à cette prise de décision. Comment est-ce que ça s'est passé chez vous, cette réflexion ? Alors, cette réflexion, elle est née de la période Covid, puisqu'on avait un peu plus de temps et on a utilisé ce temps à s'engager dans la RSE, et notamment en passant une certification ISO 20121. Et vous savez tous que la RSE, c'est la responsabilité sociétale des entreprises. Et derrière ça, on a trois piliers majeurs, l'environnement, le social et l'économique. Beaucoup de choses se font sur l'environnement. Franchement, la filière évolue énormément, sur le social également. Et puis, il y a ce petit troisième pilier qui se dit, OK, économiquement, qu'est-ce qu'on fait ? Voilà, on s'inscrit dans une filière, dans une cascade de responsabilités. Et nous, chez Atypique, qu'est-ce qu'on en fait ? Et donc, en analysant un peu de la data et les chiffres, on s'est dit comment nous, on peut mieux faire et quel impact on a sur notre écosystème de prestataires, combien on en interroge, comment on limite, comment on source, comment... Voilà, ça, c'était très important. Sachant que je précise qu'Atypique est une agence événementielle basée à Orléans. Oui. Donc, vous êtes sur tout le secteur de l'événementiel. Effectivement, il y a beaucoup d'impact et d'enjeux. Il y a énormément, il y a une cascade de prestataires derrière nous, et puis il y a aussi la réflexion de notre relation avec les annonceurs. Et en fait, c'est parti d'un constat assez simple. Moi, quand j'ai fait l'analyse de nos charges, je me suis dit, bon, ok, un chef de projet, il travaille en appel d'offres de janvier à juin. Ça veut dire que de janvier à juin, c'est offert, c'est du temps voilà, qui n'est pas rémunéré. Après, j'ai 5 semaines de congés payés, 2 semaines de RTT récup, bref, j'ai 8 semaines qui sont pliés. Ça veut dire qu'ils rentrent en prod, de manière schématique, à partir de septembre à décembre. Sauf qu'on n'arrive pas à facturer le temps passé réel que nos équipes passent. C'est-à-dire qu'on vend du temps passé aux annonceurs, mais ils en passent en général 20 à 40% de plus dans la réalité des faits. Donc, du coup, on n'arrive pas à facturer tout ce temps. Ce qui pose un problème, parce qu'au bout du bout, et on en discutait tout à l'heure, on est quand même obligé de répercuter ça sur les annonceurs qui nous demandent plus de transparence aussi en parallèle. Et pourtant, on ne peut pas leur facturer le réel. Donc, ça nous a beaucoup questionné. On s'est posé la question des appels d'offres, et c'est ça, les 6 mois de l'année, ils sont là. Et on s'est dit, qu'est-ce qu'on en fait ? Et l'idée ne vient pas de moi, et je rends à César ce qu'il y a à César. C'est au cours d'une discussion au sein de l'événement d'un confrère. Et on s'est dit, bon, il faut qu'on engage le dialogue avec les annonceurs. Comment on le fait ? Parce qu'ils ne nous entendent pas. On va le faire par une ligne budgétaire. Et donc, on a intégré dans nos budgets un dédié agence perdante. Et on a dit à nos clients, OK, si c'est nous qui gagnons,
50% c'est à votre charge, 50% c'est à la nôtre parce qu'on gagne. Mais c'est super d'engager ça, mais dans les faits, c'est complètement ubuesque. C'est pas quand même aux agences de payer ses confrères. D'ailleurs, ça donne des situations ubuesques, c'est-à-dire que je ne sais pas toujours qui, il faut que je cherche, il faut que j'appelle le confrère, que je lui explique ma démarche, que je lui dis envoie-moi une facture pour que je te file 2 000 €. Ouais, certains d'ailleurs l'ont pas fait. Et certains l'ont pas fait, certains j'arrive pas à les avoir, ou certains... Bon voilà, donc ça donne des situations qui sont pas normales, et ça devrait pas l'être. Mais ça engage un dialogue. Et donc du coup, j'ai certains clients qui nous disent... hyper intéressant comme démarche. On a eu des cabinets de conseil qui nous ont dit ah ouais, c'est plutôt intéressant. D'autres qui nous disent non, c'est pas dans nos process. D'autres qui nous disent ok. D'autres qui nous disent non, mais nous on a déjà un dédommagement. Là, il n'y a pas de sujet, etc. Mais en tout cas, ça amène un dialogue hyper intéressant et constructif. Oui, de le mettre dans le budget déjà. Et oui. Alors justement, là, on était plutôt côté agence et on peut se dire que cette réflexion, elle peut partir de l'annonceur. Ça tombe bien, on a 2 représentants des annonceurs avec nous. Alors Fabienne Gila, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce dialogue que vous avez eu avec Mathieu et quelles sont vos pratiques sur ces questions des dédits chez vous? Comment c'est venu? Alors nous, ça fait déjà quelques années qu'on fait des... Alors on appelle ça pas des dédits, des dédommagements, mais des primes. Dans la commande publique, le vocabulaire a un sens et il faut être précis. Vous avez une spécificité. Juridiquement parlant, on doit se couvrir. Donc on verse une prime effectivement aux agences qui ne sont pas retenues à l'issue de la consultation. C'est clairement indiqué dans notre règlement de consultation. Donc ça veut dire que quand on publie, on annonce les règles du jeu. Donc les agences, quand elles contribuent à répondre, elles savent qu'elles auront un dédommagement et on indique à quelle hauteur elles seront dédommagées. Donc c'est une pratique qu'on fait déjà depuis quelques années. On ne dédommage pas systématiquement sur toutes les consultations. En règle générale, ça dépend effectivement à la fois du budget et surtout ce qu'on demande à l'agence. C'est-à-dire que vous demandez une feuille stratégique de route sur une marque ou des choses comme ça, où il n'y a pas vraiment de la production de visuel, il n'y a pas de vidéo, il n'y a pas... Enfin, en fait, on calibre en fonction de qu'est-ce qu'on va demander comme travail à l'agence. Alors, ça permet 2 choses. La première, vu que nous sommes soumis au Code de la commande publique, on est obligé de mettre en concurrence un certain nombre d'agences, que c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est un milieu quand même qui est très politisé, donc quand vous avez des grosses agences qui sont implantées politiquement dans les groupes dans lequel moi je fais partie, vous êtes obligé quand même de garder les référentiels que vous pouvez avoir. Je citerai pas de nom, mais je pense que voilà. Et puis, si vous avez envie d'avoir des nouveaux entrants, il faut élargir du coup la concurrence. Ça fait beaucoup, parfois. Donc ça veut dire qu'en moyenne, Fabienne, c'est 8, vous me disiez. 8 agences. On était à 8 il y a quelques années. On a réussi à faire comprendre à notre directeur achat, qui, quand on apporte des arguments, il nous écoute et il valide, de plutôt diminuer à 6 agences. Donc ça veut dire qu'on peut se permettre du coup d'avoir les grosses agences historiques qui sont sur la place de Paris et de faire entrer des plus petites agences, parce que c'est aussi dans notre démarche RSE chez nous, c'est de travailler aussi avec des PME et des plus petites entreprises. Donc c'est comme ça qu'on a commencé à collaborer il y a quelques années ensemble, parce qu'on a mis effectivement en compétition sur un large spectre d'agences qui est de 6. Donc pour les agences, ça peut paraître, et on en discutait, énorme. Oui, mais si on veut faire rentrer des petites, ça nous ouvre, nous, côté public, des possibilités. Après, à l'inverse, ça représente aussi un budget. C'est-à-dire que quand vous ouvrez à 6, vous allez avoir 5 perdants. 5 perdants à dédommager, c'est un coût. Et comme je disais, je préfère quand même dépenser dans l'entreprise pour rémunérer l'agence qui va travailler avec nous que ceux qui ne vont pas travailler avec nous. Et puis, vous avez des offres qui ne sont pas toujours aussi super quali. Donc, vous allez dédommager quelqu'un qui n'a pas forcément compris votre cahier des charges, etc. Donc, bon, mais c'est la règle du jeu. Voilà. C'est règle. Et c'est assez particulier, effectivement, vous parlez des achats et des commandes publiques, c'est aussi très normé. Oui, on est assujetti donc à des règles qu'il ne faut pas déroger. C'est pour ça qu'on annonce clairement les choses dans le règlement de la consultation et dans la Vijoux pour dire comment ça va fonctionner. Donc voilà. Donc ça, on a moins de flexibilité que quand on est dans le privé. Après, le public, c'est grand. Vous travaillez dans les ministères, c'est pas tout à fait aussi la même chose que chez nous. Nous, on met vraiment tout en concurrence. On est très proche, je pense, des agences. Quand on est très content, on leur dit. Quand on n'est pas content, on leur dit aussi. Et puis, on est proche aussi du côté métier. Voilà, vous avez aussi une marge de manœuvre. C'est important et intéressant d'avoir cette cas de démonstration-là. On va voir côté privé. Merci Fabienne avec Marguerite. Laborde, alors chez Mustela, laboratoire Expansience, comment est-ce que ça
se passe? Vous aussi, vous êtes sensibilisés sur cette question du dédommagement, prime, dédit. Comment ça se passe chez vous? Ouais, on initie la démarche cette année, mais avant, je voudrais juste réagir. Réagir et dire que je trouve ça vraiment une super initiative et je suis assez enthousiaste. Et là, je mets plus ma casquette de copilote du parcours Convention des entreprises pour le climat, nouveaux imaginaires, mais je suis assez enthousiaste de voir que dans un secteur aussi compétitif qu'est celui de la publicité et des agences, on propose une initiative autour de la coopération, parce que en fait, je suis assez convaincue que pour résoudre les enjeux auxquels on va tous faire face, sociaux et environnementaux qui nous attendent, on va être obligé de faire alliance. Donc je trouve que c'est vraiment une belle démarche qui va aider aussi à sortir du dilemme du prisonnier où en fait, je bouge pas si mes concurrents bougent pas. Donc, je voulais saluer cette démarche. Et donc, pour revenir sur la question sur Mustela, oui, on initie cette démarche aujourd'hui avec un appel d'offres qui est en cours. Mais je voudrais peut-être revenir un tout petit peu en arrière sur notre philosophie aussi du partenariat avec nos prestataires, fournisseurs et agences. Je crois qu'on peut pas dire qu'une agence est un fournisseur. J'ai entendu ça tout à l'heure. Donc, voilà. Donc, en fait, chez Mustela, donc peut-être pour resituer, on est une marque de dermocosmétiques pour la famille qui est vendue principalement en pharmacie. La relation avec nos prestataires, on la voit aussi comme un écosystème. Notre vision de la chaîne de valeur, c'est vraiment de construire un écosystème qui va nous servir à réaliser notre mission de marque qui est d'aider les parents à élever des enfants en bonne santé sur une planète en bonne santé. Et donc du coup, dans ce cadre-là, la relation qu'on a avec nos prestataires, elle est forcément de longue durée. Donc déjà, ça recontextualise aussi le fait qu'on ne fait pas des appels d'offres tous les 4 matins. On a notre agence actuelle, ça fait 5 ans qu'on travaille avec elle. Et évidemment, elle fait partie du process de l'appel d'offres. Et pour nous, cette logique de partenariat longue durée, elle vient construire une relation qui est très riche aussi avec nos partenaires dans lesquels on donne aussi en tant que client. Ça nous permet en fait de s'assurer qu'on a des prestataires qui sont vraiment au bon niveau de connaissance de nos enjeux business, de nos enjeux environnementaux, parce qu'ils sont très importants pour notre marque qui est en transformation. Et donc, un exemple avec l'agence actuelle, ce qu'on a fait il y a quelques années, c'est qu'on a nous-mêmes été organiser des ateliers fresques du climat pour fresquer les personnes, les créatifs de l'agence. Donc ça, c'est un exemple. Mais au niveau de Expanscience, on a aussi cette démarche où chaque année, on organise une journée qui s'appelle le Suppliers Day, qui est une journée dans laquelle on invite tous nos fournisseurs stratégiques et on réfléchit ensemble, on co-construit la feuille de route pour qu'ils nous aident à atteindre nos objectifs à nous, en fait. Donc voilà, ceci étant posé, évidemment que dans ce cadre-là, on est obligé de traiter aussi avec respect les prestataires potentiels lors d'un appel d'offres. Et donc, on initie cette démarche du dédit cette année. D'accord, avec un angle, on l'a compris, un bien sociétal et sur l'empreinte et la confiance, l'empreinte sociétale et l'empreinte positive sur vos clients et cette collaboration sur le long terme et partenariat de confiance. On va revenir sur cette question du nombre des agences après vous avoir entendu, Dimitri. Je vous laisse vous équiper d'un micro. Vous présidez Limpide, alors qui guide les annonceurs dans leur choix d'agence, justement. Vous êtes spécialisé dans la commande publique aussi, si je ne m'abuse. Expliquez-nous votre position, Dimitri, et peut-être une réaction à ce que vous avez entendu. Alors effectivement, Limpide est un cabinet d'assistance à la maîtrise d'ouvrage et principalement effectivement orienté vers les marchés publics, puisque effectivement la puissance publique avec des services achats et des juristes qui appréhendent le code de la commande publique et qui essayent de l'appliquer pour les achats de communication qui ne sont pas une prestation comme les autres. Ça n'est pas comme dans le BTP où c'est relativement facile d'acheter des produits sur étagère. La communication est un métier compliqué qu'il faut effectivement appréhender. Quand je vous entendais les uns et les autres, j'ai essayé de reconstituer pourquoi est-ce qu'on en est là aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'on essaye de faire avancer les choses et pourquoi effectivement il y a des initiatives qui sont prises par les agences. En fait, tout simplement parce que la communication fait partie des dernières prestations qui sont rentrées dans le champ de la commande, des achats. La crise de 2008 a un petit peu accéléré le mouvement dans le sens où on a vu un peu plus d'acheteurs se mêler de ces achats-là qui étaient plutôt sous la responsabilité des directions marketing et communication. Et en fait,
fait, tout vient simplement de cette histoire et d'un cheminement qui s'est fait au fil du temps. Quand vous aviez les agences, moi j'ai travaillé en agence il y a très longtemps, à une époque où on faisait plus 10% de croissance tous les ans et où les annonceurs avaient de l'argent. Et donc ça coulait à flot et personne ne se posait la question de savoir combien coûtaient les prestations de communication, combien coûtait une chaise ou une recommandation stratégique. Et puis à un moment donné, effectivement, les choses se sont un petit peu compliquées et tout le monde a commencé à se regarder en chien de faïence en disant écoute, toi l'agence, tu me caches des choses et toi l'annonceur, quand je suis l'agence, tu me dis pas tout et tu me briefes pas correctement et en plus tu veux même pas payer quand je participe à un appel d'offres. Donc on met du temps, effectivement, on progresse. Je pense que moi j'ai vu effectivement le métier changer depuis quelques années. Tout n'est pas encore réglé, il reste encore plein de choses effectivement à améliorer, notamment du point de vue effectivement de la participation. Vous disiez Fabienne 6 agences. Moi quand je suis en conseil effectivement avec le service public, je leur dis 4 parce qu'effectivement c'est une revendication que je trouve légitime de la part des agences. Ne mêlez pas la terre entière effectivement dans un appel d'offres, ça n'est pas nécessaire. Faites le bon choix, précisez effectivement quelle est la demande et vous mettez autour de la table des agences qui sont prêtes et qui sont capables de répondre à ma demande et on n'a pas besoin d'en mettre 50. Et dans ce cas-là, effectivement, c'est peut-être plus facile de rémunérer les agences qui vont participer. Je suis d'accord avec vous, il ne faut pas effectivement rémunérer à tout crin et pour tout. En revanche, effectivement, il y a, et je pense que ça fait partie de ce que vous faites aujourd'hui avec Oval, des progrès à faire sur la compréhension, sur le respect, sur l'équilibre qu'il peut y avoir. Moi, j'aime bien dire que je suis entre les deux, le meilleur des deux mondes. Les annonceurs qui ont un besoin des agences et les agences qui, elles, sont capables de proposer les choses. Donc c'est véritablement cet équilibre qu'il faut arriver à trouver. Et il est vrai qu'effectivement, il y a encore un peu de travail. Il faut du temps. Il faut que les générations se renouvellent au sein des acheteurs et acheteurs privés, acheteurs publics et ou prescripteurs qui sont directement dans les annonceurs, dans les marques privées. C'est un long chemin, mais je pense effectivement qu'on est plutôt sur la bonne voie. Alors, merci Dimitri. Vous parliez du nombre de 4 agences. Est-ce que c'est quelque chose qu'il faudrait normer? Est-ce que c'est possible? On voit que côté privé, côté public, c'est pas la même chose, c'est pas les mêmes règles. Qu'est-ce que vous en pensez tous? Sur le nombre d'agences, est-ce qu'on pourrait le limiter, essayer de proposer au marché un nombre restreint? Je commence pour la Marguerite, partie plus privée. On n'a pas les mêmes contraintes, évidemment. Donc, nous, effectivement, on se donne un nombre maximal. Là, par exemple, dans l'appel d'offres qui est en cours, on a interrogé 3 agences maximum en plus de l'agence actuelle. C'était le guideline qu'on s'était donné. Mais en fait, au-delà du nombre, je pense que pour nous, c'est surtout important d'avoir d'autres critères de sélection sur les prestataires qu'on peut mettre dans le process, notamment parce que on n'est pas là pour aller recueillir le maximum de travail qu'on peut du maximum d'agences de la place de Paris pour avoir le maximum d'idées. Leurs idées. Voilà. C'est quelque chose que vous ne faites pas. Non, c'est pas l'objectif. On est là pour trouver un partenaire de longue durée. Donc en fait, on va mettre dans le process des potentielles agences pour lesquelles on s'assure qu'on est en capacité de travailler avec elles. Ça veut dire que même si elles sont excellentes, on ne va pas forcément interroger des énormes agences parce que tout simplement, nous, en termes de taille critique et de mode de fonctionnement, on sait que derrière, dans le quotidien, ça ne marchera pas. Ce n'est pas notre besoin. À l'inverse, on va aussi s'assurer de ne pas rendre dépendant une trop petite agence par rapport à nos budgets. Et puis après, il y a d'autres critères qui sont super importants pour nous, qui sont aussi la maturité et la compréhension des enjeux de transformation écologique qui sont vraiment au cœur aujourd'hui de nos problématiques en tant que marque et encore plus au cœur de nos briefs de communication parce qu'on va vouloir aller engager les parents sur des nouveaux usages, une éco-recharge, un shampoing solide. Oui, donc ça restreint le nombre d'agences aussi sur ces critères-là en particulier. Alors, moi, je veux bien intervenir et je mets ma casquette de secrétaire générale de l'événement. Oui. Il y a quelques années, on a édité un guide qui s'appelle L'Essentiel et qui met en exergue 4 on va dire, points clés, qui est un de favoriser le gré à gré. Et moi, j'apprécie ce genre de discours parce qu'on est là pour faire un partenariat, on est là pour travailler ensemble. Et quand un annonceur fait du gré à gré, ça veut dire que l'agence le connaît mieux ses enjeux, connaît mieux les personnes, connaît mieux l'intérêt de cet événement qu'il va produire. Donc favoriser le gré à gré, c'est vraiment un axe important. Après, interroger 3 agences. Alors à l'événement, on dit 3. Pourquoi? Parce que souvent, dans les appels d'offres, on nous demande 2 à 3 projets. Alors quand vous avez 3 agences qui bossent sur 2 à 3 projets, ça veut dire que l'annonceur reçoit 6 à 8 projets. À 9 projets. 6 à 9 projets. Et on estime à l'événement qu'avec 6 ou 9 projets,
c'est suffisant pour pouvoir faire un choix, pour pouvoir faire émerger de l'idée et répondre à sa demande. Alors moi, j'entends souvent aussi de la part des annonceurs qui disent « oui, mais des fois, on a des agences qui ne répondent pas ». C'est vrai, et c'est pas la première fois que j'entends cette remarque. Et moi, je me dis, il faudrait peut-être qu'on réfléchisse ensemble à comment on passe cette étape de « ok, si je m'engage, j'y vais ». Je ne sais pas comment on peut le faire, mais en tout cas, ça permettrait d'éviter ce à quoi l'annonceur est face, c'est de dire peut-être que j'ai interrogé 3 agences, j'en ai plus que 2. Et ça, c'est pas possible non plus, en fait. Et nous, côté agence, il faut qu'on soit responsable. À partir du moment où on dit oui, on y va. Mais voilà, ça réinterroge la responsabilité collective à tous les niveaux, à tous les endroits. Fabienne, je vois une réaction poindre. Oui, forcément. On en discutait tout à l'heure. Donc oui, moi, ça m'est arrivé effectivement d'avoir 2 agences qui me plantent au bout du compte. Donc c'est pas entendable à partir du moment où vous avez 20, 30 candidatures. Vous imaginez, parce qu'il y a quand même des boîtes. Nous, même si on dit qu'on en affiche 6 qui vont être retenues, on a 20, 30 boîtes sur nos outcomes qui postulent. Donc vous devez faire un classement d'après les références, les capacités techniques, savoir si elles vont être en capacité, si elles connaissent un peu notre marque dans ce qu'elles ont fait, si elles ont des connaissances du milieu de l'aérien. Donc voilà, donc c'est quand même un choix qui est fait, qui prend du temps, de l'analyse. On fait au préalable entre guillemets un speed dating avec certaines agences avant de lancer nos consultations, ce qui nous permet de mieux les connaître, savoir si effectivement leur candidature potentiellement et de leur dire go, vous pouvez y aller, c'est intéressant. Donc on fait déjà quand même un travail en amont. Donc moi je prône le 6, mais je pense que je le prendrai toujours, mais là c'est côté achat qui parle, parce que entre l'agence qui est sortante, les agences qui sont donc sur la place de Paris, il faut laisser de la place pour les autres. On a passé un marché il n'y a pas très longtemps pour notre marque Xtime. Je peux vous dire que quand j'ai eu le cahier des charges, parce que c'est humain, le côté métier, je mets le minimum parce que je ne veux pas trop me casser la tête, parce que si je peux continuer à travailler avec l'agence qui me connaît bien depuis un tas d'années, ça m'arrange quand même, c'est confortable. Et quand je vois le cahier des charges, non, va falloir que tu travailles un petit peu, parce qu'en fait, c'est comme si tu donnais le cahier des charges à ton titulaire actuel et que tu repartais avec lui pour 5 ans. Or, l'objectif, c'est le côté vertueux des appels d'offres, c'est que la créativité, c'est que tous les inputs que peuvent apporter les agences, si nous, on ne le fait pas vivre, les annonceurs, si on ne leur donne pas cette possibilité, en fait, on reste plan-plan, on reste toujours avec les mêmes annonceurs, on reste toujours avec les mêmes fournisseurs, et il n'y a plus cette créativité qui se crée. Donc moi, je revendique les 6, ça des côtés vertueux, et la preuve en est, Xtime a été remporté par une nouvelle agence qui nous connaissait, qui avait travaillé par nous par le passé, mais on a rebattu les cartes. Et on a rebattu les cartes pas pour le plaisir de rebattre les cartes, mais parce que quand on a eu les offres, quand on s'est retrouvés autour de la table, et moi je participe à toutes les consultations côté technique, c'est-à-dire que je ne suis pas l'acheteur qui arrive et dire monsieur vous êtes trop cher, non, on analyse, on comprend, et c'est comme ça aussi qu'on monte en compétences sur nos marques, sur nos événements, etc. De se rendre compte qu'effectivement l'offre qu'on a retenue c'était la meilleure d'un point de vue technique, prix et RSE, parce qu'aujourd'hui, nous, on a un engagement RSE qui est maintenant autour des 15% sur tout ce qui est événementiel, sur le prochain AO qu'on va lancer, parce qu'on estime que c'est un enjeu majeur aussi. On ne peut plus être dans le déclaratif. Il faut effectivement apporter de la preuve, et donc nos agences. Donc ça, tu as le tuyau avant les autres, qui vont concourir potentiellement sur notre AO. Voilà. Donc tout le monde là, mais en tout cas, c'est des enjeux qui sont importants. Oui. Donc, mais vous, on a compris que ça vous permettait effectivement d'approcher d'autres agences, le fait d'avoir un nom un petit peu plus large, qui est peut-être un peu plus différent que pour des marques comme Mustela, qui ont peut-être des budgets, puis on n'est pas sur les mêmes montants d'appels d'offres. On n'a pas des gros budgets non plus. Je vous dis, à côté d'un Peugeot, on est comme ça. Donc, oui. Voilà, mais j'imagine que ça joue aussi, et d'ailleurs on va en parler du montant. Mathieu, j'aimerais bien vous écouter aussi là-dessus, et vous, d'ailleurs tous les 5, concernant les montants de ce fameux dédit, prime, dédommagement, comment est-ce que vous fixez ça? Parce que je crois qu'il n'y a quand même pas de règles, et tous les 5, vous ne fixez pas les mêmes montants. Alors Mathieu, comment ça se passe? Comment vous allez procéder? Nous, on va procéder d'une façon assez simple. Effectivement, c'est qu'on estime qu'une compétition normale, on va dire, c'est plutôt 3 agences. Donc, on va partir sur un principe de 3 agences engagées, dont la nôtre. Et donc, si on remporte la compétition et qu'il n'y a pas d'indemnisation prévue, on a fixé à 1 000 € par agence à partir d'un budget de 100 000 €. Et donc, c'est un pourcentage d'1%, donc 1%. Et donc, plus le budget augmente, plus le pourcentage est dégressif. Mais voilà, l'idée, c'est de partager de la valeur avec nos concurrents.
Alors oui, il y a des propositions qui vont être sûrement nulles et on va peut-être payer des gens qui ont mal travaillé, moins bien travaillé que nous, certainement. Certains qui ont encore plus travaillé que nous peut-être. Donc c'est comme ça qu'on trouve l'équilibre et c'est ce modèle qu'on a envie de mettre en œuvre. Donc 1 000 € à partir de 100 000 €, comment ça se passe chez vous Nous, c'est 5 000 €. Ouais. On dédommage 5 000 Peu €, importe. quel que soit. Alors, de toute façon, comme on le fait que sur les grosses compétitions et à Ouais. partir du moment où il y a de la prod, etc., je pense qu'il y a quand même. Ouais, par agence. Ouais, par agence, bien sûr. Par agence, pardon. C'est bien de le préciser, effectivement. Dans le micro, À l'inverse, Céline. ça, quelque part, moi, ce que je crains, je trouve ça très bien, hein, c'est constructif, etc. Mais l'effet de bord que je crains dans le fait que les agences dédommagent les autres agences, c'est que les annonceurs vont se désengager. En fait, il y a quelqu'un qui paye. Pourquoi je vais m'embêter à payer alors qu'il y a quelqu'un qui paye à ma place? Parce Donc, qu'il faut que faire tous attention. dédommagent, côté agence et côté annonceur. Je pense ouais. qu'il faut, c'est à réfléchir et encore à maturer, mais de dire potentiellement ça pourrait être plutôt un 50-50. C'est-à-dire que l'annonceur Comme qui le fait dédommage, Céline. et ben l'agence aussi s'engage à verser soit le même dédommagement ou à hauteur de fin. Mais il ne faudrait pas désengager les annonceurs. Si on veut que ça soit vertueux et qu'on embarque tout le monde, il ne faut pas dire moi je dédommage parce que... C'est ça, c'était l'idée. On s'aligne sur le modèle effectivement de Céline, c'est-à-dire 50% par agence et 50% par annonceur. Donc, c'est exactement ce que Tu disais si l'annonceur de dédommage. Bien sûr, bien sûr. Ça c'est la condition de base. Si l'annonceur dédommage, si tu veux, Dans le nous micro. on n'a aucune raison en fait de le faire évidemment. Comme le disait Céline, puisqu'on en a parlé évidemment avant cette table ronde, l'idée c'est aussi de pouvoir avoir une discussion en fait avec nos annonceurs qui vont se dire mais qu'est-ce que c'est que cette ligne Et là on peut parler et on va tomber sur des gens très compréhensifs comme toi qui vont dire effectivement ça a du sens, non pas par malveillance mais juste parce que automatiquement on travaille comme ça et pourquoi pas effectivement mettre ça en œuvre. Mais en tout cas voilà, ça fait parler et c'est ça le but en fait. C'est comme ça qu'on change les choses, c'est commencer par en parler. Alors Mustela, ça va être 50-50 aussi? Alors, pour l'instant, on n'a pas encore tranché, mais c'est nous, on avait prévu le dédi nous-mêmes. Donc, je pense que pour le coup, ce sera Mustela qui le versera. Aujourd'hui, comme c'est la première fois, il y a déjà eu un autre appel d'offres dans le groupe aussi, mais on n'a pas encore des règles, on va dire, immuables. Mais en tout cas, évidemment, il y a le sujet de dans quel cas on fait ce délit ou pas. Donc ça dépend vraiment du montant de l'appel d'offres et du budget qui est concerné. Et puis aussi quand même du travail à fournir pour remplir la consultation qui n'est pas le même en fonction du sujet et de la thématique et du type de travail et de prestataire qui est interrogé. Et puis après, en termes de montant, c'est effectivement un peu variable selon le budget aussi, je pense, qui va être au cœur de l'interrogation, avec effectivement probablement une variation entre 1 000 à 5 000 euros selon les tailles de budget. On a pour l'instant ça en tête, mais à voir. Après, ce que je me demande quand je vous entends, c'est, je pense que oui, effectivement, c'est dans le cas où l'annonceur ne propose pas de dédit, c'est une super façon d'enclencher la conversation, de proposer ça, très maligne. Je me demandais à quel moment on peut aussi aller jusqu'à challenger un annonceur en lui disant moi je participe pas s'il n'y a pas de dédit, quoi, tout simplement. Je sais pas si vous avez déjà essayé. Alors comme je disais, il y a eu beaucoup d'initiatives qui ont été faites. Il y a des agences qui ont acheté des pages de pub en disant on ne participe plus aux appels d'offres parce que c'est scandaleux, etc. Bon, au final, je crois qu'ils y sont revenus et ils reparticipent aux appels d'offres. Donc en fait, malheureusement, l'industrie fonctionne comme ça. Et il y a cette vertu, en fait. Moi, j'adore la compétition à titre personnel et je pense que ça crée une émulation collective, ça pousse à se dépasser. Donc, je pense que c'est sain, relativement. Mais après, c'est tout le gâchis, en fait, qui en découle, tout le temps perdu, l'énergie perdue, parce que perdre un appel d'offres, ça fait partie du jeu dans lequel on s'engage et c'est relativement OK. Mais quand on se rend compte de l'impact que ça a, finalement, on ne peut pas travailler avec des clients avec qui on pourrait construire quelque chose. Et donc, c'est un cercle complètement vicieux pour des agences. Et nous, on représente des petites agences. Donc, il y a tout type d'agences, mais il y a beaucoup de PME aussi. Et il faut se dire que ça représente petit ou un grand, impact. c'est un Bien impact sûr. énorme parce Tout que à les fait. grands, c'est énorme. En tout cas, nous, chez Atypique, on forfaitise. C'est entre 2 000 et 5 000 euros. Ça veut dire que quand on est 3, il y a 2 agences et qu'on gagne. Il y a 2 agences à rémunérer et on fait 50-50 avec l'annonceur. Mais encore une fois, ça n'a pas de sens.
Enfin, c'est juste une initiative, mais pour moi, elle a pas un grand sens parce que Le sens du montant le sens de la discussion, ça a du sens. Le sens d'enclencher quelque chose, ça a du sens. Après, le fait que on doit en faire des virements à des confrères, c'est un peu bizarre. Et vous avez raison, il y a quand même des biais à cette initiative. C'est juste, pour moi, c'est juste un sas, c'est juste une manière d'opérer une transition. Mais l'objectif, c'est quand même de se dire, quand je lance un appel d'offres, j'ai moi, annonceur, un impact économique, j'en prends conscience. Et donc, du coup, je me dis, 2% de mon budget, on en avait discuté un peu à l'événement, 2% de mon budget, il est alloué à dédommager les agences qui vont concourir. Et en même temps, il faut que les agences s'engagent à répondre. Enfin, finalement, on a tous des responsabilités qu'on doit mettre sur la table pour se dire comment chacun répond à ses engagements et comment on rentre dans quelque chose de plus vertueux, plus raisonné. C'est vrai qu'on hérite d'usages du passé, mais si je me remets 25 ans en arrière, Marocco, c'était un Word avec quelques photos, un budget, et ça allait très très vite. Aujourd'hui, c'est une recommandation de plus de 100 pages, avec des refs, avec des vues 3D, avec des freelances, avec des dire prod, avec une recommandation stratégique, et en fait, on fait travailler tout un écosystème autour fois 3, 4, 5, 6 agences. C'est énorme. La pollution économique d'un appel d'offres, c'est immense. Et d'ailleurs, je vais vous donner une data très précise qui a été liée à une étude qui a été menée par l'événement. Les agences de l'événement, quand elles ont répondu à ce sondage en 2022, le cumul fait 50 millions d'euros investis dans les appels d'offres. En 2022, c'est pas si vieux. Si je remets ça dans une moyenne, ça fait effectivement, ça faisait 560 000 euros par agence, donc on n'est pas loin des 600 dont tu évoques. Voilà, c'est ça l'impact. Ça, c'est un impact très concret. Oui, et ça fait des petits, je crois, parce que les agences que vous avez rétribuées, il y en a quelques-unes qui se sont mis à le faire aussi. Du coup l'année d'après, elle m'a rappelé, elle me dit, on était en compétition, elle m'a rappelé, elle m'a dit, mais tu le fais toujours ? Oui, bon, bah, ok, je le mets aussi. Oui, voilà. Et du coup, voilà, ça a initié quelque chose. Bon. Mais voilà. On verra ce que ça continue de faire. Dimitri. Alors, je vais vous dire une chose qui va vous faire plaisir et une autre qui va peut-être un peu piquer. La première, c'est que, alors moi j'assiste des gros appels d'offres publics et principalement ceux des ministères et des administrations centrales. La plupart de ces appels d'offres, qui sont des gros appels d'offres, sont rémunérés. Et depuis très longtemps, les armées ont été parmi les premières à rémunérer leurs appels d'offres de communication de recrutement et à hauteur de 5, 6, 7 000 euros hors taxes. Je crois même me souvenir effectivement que certaines sont rémunérées jusqu'à 9 000 euros hors taxes. Donc ça, on est dans les normes, on est dans des montants que vous connaissez. Et c'est pour vous rassurer sur le fait qu'aujourd'hui, l'État, en tout cas l'État central, a pris conscience de ça. Et dès lors qu'on est sur une compétition où il y a un investissement d'agence, le dédommagement, indemnisation, prime, peu importe, existe et est pris en considération. Maintenant, je pense qu'il faut... C'est quelque chose que j'ai déjà dit sur sur une conférence de Event il y a déjà 2, 3, 4 ans. L'appel d'offres, personne n'est obligé d'y aller. L'appel d'offres, c'est du temps de prospection qu'on n'a pas fait. Alors ça peut-être fait suite à de la prospection qu'on a faite pour rentrer dans l'appel d'offres, mais l'investissement, le temps qu'on y consacre, bien sûr qu'il faut le considérer, bien sûr que ça peut représenter des sommes qui sont importantes, mais entre le fait de démarcher, alors parlons du privé, une entreprise avec laquelle on va faire effectivement des investissements, on va l'inviter, on va la voir, on va y passer du temps, on va payer un développeur, une développeuse, quelqu'un qui va mettre du temps à arriver effectivement à obtenir le brief. Ce temps-là de l'appel d'offres, ce temps que vous allez consacrer à ce démarchage, vous n'allez pas le consacrer, parce que l'appel d'offres, il arrive, et vous vous mettez autour de la table et vous répondez. Donc, je pense qu'il faut faire 2 poids, 2 mesures. La revendication, elle est légitime, parce qu'effectivement, il y a du temps d'investissement qui est consacré par les agences. Ce qu'il faut, c'est faire attention aussi à le faire avec mesure, et ne pas effectivement être dans une revendication trop importante en disant « je veux me faire rembourser tous mes frais ». On n'est effectivement pas dans ce cadre-là avec une indemnisation qui est vraiment minime. Mais en revanche, je dirais qu'il faut aussi effectivement considérer qu'un appel d'offres, on peut ne pas y répondre et donc ne pas y consacrer d'argent. C'est un choix.
Comment est-ce que vous sentez, parce que je vois que vous faites partie de plusieurs organismes, voire syndicats professionnels, comment est-ce que le marché se positionne aujourd'hui et comment est-ce que vous pensez que vous pouvez mobiliser voilà, des associations comme la ACC, l'Union des marques, etc., ouais, l'événement, sur ces sujets-là pour mobiliser largement et faire bouger les lignes? Mathieu, par Déjà, exemple. ça a commencé avec Céline et moi, donc Oui. déjà on est deux. Il y a d'autres agences qui l'ont fait aussi par le passé et en fait tout ça c'est un mouvement en fait. C'est l'idée de lancer quelque chose de nouveau, d'en parler publiquement. Au-delà des études, parce que les chiffres, on les connaît tous, on les a tous en tête. Enfin, je veux dire, on est directeur d'entreprise, donc on voit les lignes, on sait combien ça coûte, tout ça en tant qu'agence. En tant qu'annonceur, peut-être un peu moins. Donc l'idée aussi de cette table ronde, c'est ça, c'est de porter le sujet public, c'est d'essayer de faire des petits, en fait, et d'en discuter et d'échanger. Et ce qu'on fait, c'est pas la solution, clairement. Et oui, on peut ne pas participer aux consultations, clairement. Maintenant, le marché est comme il est, donc si on veut le faire évoluer, il faut qu'on commence à faire des choses concrètes qui aillent dans un sens et qui fassent bouger les lignes. Il y a le triangle de l'inaction, je ne sais pas si vous savez ce que c'est, vous savez, c'est le gif avec le Spider-Man qui se pointe du doigt, et donc il y a 3 Spider-Man qui se pointent du doigt. Bon bah voilà, à se dire ça, en fait, on n'avance pas et on reste tous bloqués dans la même situation. Donc nous, on a décidé, comme toutes ces personnes autour de la table, d'arrêter de pointer du doigt et de faire quelque chose. Et après, de discuter, et le but c'est de discuter et de chercher des solutions. Il n'y aura jamais une solution parfaite, mais on peut trouver un meilleur équilibre, quelque chose de plus vertueux en fait, parce que la multiplication des appels d'offres, encore une fois, c'est un autre sujet, c'est aussi s'interroger sur pourquoi on fait un appel d'offres. Est-ce que c'est vraiment nécessaire? Nous, parfois, on est interrogé, je pense, plein d'agences sur des projets à 30 000 €. Et en fait, à un moment donné, on ne peut pas travailler sur des projets à 30 000 €. Et parfois, la liste et le cahier des charges est tellement long que moi, il m'arrive à dire à ces annonceurs, vous devriez le faire vous-même, en fait, ou pas le faire, en fait. Donc, il y a cette question de se dire, mais est-ce qu'il n'y a pas un gâchis? Enfin, on parlait justement de la responsable de la RSE, mais est-ce qu'il n'y a pas un gâchis à faire trop de projets, trop de communication? Parce qu'on est tous des citoyens ici. Hein. On regarde, on est soumis à une quantité de messages phénoménale. Donc, dans cette démarche, il y a aussi ça, se poser la question de pourquoi on fait tout ça? Est-ce que c'est vraiment nécessaire, ce volume? Est-ce qu'il n'y a pas une notion de valeur à remettre au centre de tout ce qu'on fait? Et à se dire, au lieu de faire 10 projets, peut-être que 5 projets seraient mieux, on aurait peut-être plus d'argent, on pourrait créer plus de choses, et donc les compétitions auraient plus de sens, parce qu'on serait moins interrogé. Donc en fait, il y a quelque chose de très vertueux dans le modèle qu'on a à construire, je pense, ensemble. La sobriété des appels d'offres. Voilà, je vous laisse avec cette vous parliez méditation. Vous parliez des associations. Moi, on parle d'une initiative principalement. Il faut quand même se remettre en perspective où les associations, ça fait des années qu'elles travaillent sur le sujet, que ce soit à la ACC, à l'événement. Il y a eu quelque chose qui est sorti qui s'appelait la Belle Compétition, qui était déjà une première démarche, qui était, à mon sens, presque trop complexe parce que du coup pas assez mis en place. Après il y a eu l'essentiel qui est sorti à l'événement, donc ça fait très longtemps qu'on discute avec les annonceurs, ça fait très longtemps qu'on se parle de ce sujet. Malgré tout, on n'enclenche pas. Il y a quand même, c'est un fait, ça fait des années, on n'enclenche pas le changement. Même si depuis quelques années, et peut-être le Covid a été un accélérateur, on voit de plus en plus de dédits. Alors pareil, il faudra réfléchir à ce mot parce que j'aime pas le mot dédommagement parce que c'est pas un dommage. Enfin, les annonceurs ne créent pas de dommages. Mais il faudra sans doute qu'on travaille le wording. Mais ça se voit de plus en plus. Et voilà, la preuve en est, c'est que les réflexions sont menées dans le cadre de leur démarche RSE des entreprises. Donc ça, c'est chouette. Il faut engager ça, il faut en parler, il faut le porter pour que petit à petit, les usages changent et que moi, je repense même à une pratique, ça nous arrive aussi régulièrement, où l'appel d'offres est lancé, pas de dédommagement, et l'appel d'offres est annulé. C'est-à-dire qu'au bout de 15 jours, 3 semaines, pouf, finalement, il y a un dirigeant où on va faire différemment. C'est incroyable. S'il y avait un engagement financier, déjà l'annonceur, il réfléchit un petit peu à 2 fois, déjà avant de le lancer, et en plus avant de l'annuler, parce que c'est 10 000 € de mise sur la table, par exemple. Donc c'est vrai que voilà, c'est tous ces petits pas, c'est la stratégie des petits pas, c'est ça. Hein, la stratégie des petits pas, c'est comme ça, c'est une personne, 2 personnes, 3 personnes, une discussion, 2 discussions. Et moi, je crois vraiment à ce qu'on puisse tous ensemble changer les choses. Et peut-être aller bientôt vers une régulation sur ces questions-là, à voir dans le temps.
Je ne sais pas s'il y aura une régulation, mais en revanche, je pense que c'est le genre de critères de bonne pratique qui pourraient faire partie de certifications à moyen terme, type Bicorp ou autre, et qui derrière permettent aussi d'élargir ces pratiques à toutes les entreprises qui sont en transformation, justement. Oui, parce que ça fait partie, effectivement, on en a parlé de la RSE, et que ça pourrait effectivement distinguer des bonnes pratiques et du coup, voilà, engager un marché ou des pratiques vertueuses sur les appels d'offres. Ne me lancez pas sur ce sujet-là parce que je vais être encore assez noir. Non, je vois bien effectivement toutes ces initiatives, les chartes, les engagements. Les annonceurs sont les premiers à mettre des coups de canif. Les agences essaient de contourner. On joue au chat à la souris. Pas à grande échelle, mais je vois bien effectivement que tous ces engagements ont du mal à être suivis des faits. Je suis d'accord avec l'idée effectivement qu'il faut continuer. Il faut continuer. Le tout premier guide de la relation agence-annonceur qui a été édité par la SCC remonte à 2002, 3, 4 dans ces eaux-là. Avec l'agence événementielle 2005, et j'y participais. Et on en est toujours au même stade. C'était il y a 20 ans. Donc effectivement, il faut continuer. Je pense que l'initiative que vous commencez à entamer aujourd'hui, elle est bénéfique parce qu'elle va faire réfléchir. Quand on commence à se dire que ce sont les agences qui payent les autres agences qui sont en compétition, on a de quoi effectivement vraiment se poser les questions. Moi, je suis effectivement toujours d'un naturel positif. Je me dis que tout ça effectivement ne peut évoluer que dans le bon sens. Mais c'est vrai qu'il va falloir encore un petit peu de temps et il faut continuer effectivement d'avoir des initiatives de ce type-là. Dans un marché qui est un peu tendu, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose avant que je donne la parole Je pense aussi que ça peut être poussé par les achats. Ouais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les achats peuvent convaincre le côté métier du côté vertueux, justement, d'avoir des agences qui participent derrière. Donc ça peut être aussi porté par le club des acheteurs qui pourrait prôner ce genre de pratique. Moi, j'ai eu l'occasion de rencontrer, c'est ce que j'expliquais à Dimitri, des ministères. Alors effectivement, il y en a qui le font, il y en a qui le font pas. C'est si vous portez la bonne parole de dire voilà, tu auras des agences qui sont plus qualies, qui sont plus investies, les achats, ça passe par le respect mutuel. Hein. Donc, si vous annoncez clairement la couleur de comment vous allez traiter vos fournisseurs, qui sont aussi des agences, parce que je ne traite pas qu'avec des agences, voilà, j'ai des cabinets de conseil, et voilà. Donc, il faut annoncer les choses et être un ambassadeur du sujet. Voilà, c'est Donc, ça. je pense qu'aussi les achats ont un rôle à jouer pour dire à ses collègues les bonnes pratiques. Écoute, ce serait bien que tu réfléchisses comme la RSE. Moi, je prône beaucoup aussi ça. C'est des échanges qui se font. Et l'émission, elle peut se faire que par l'échange, par la communication. Et c'est ce que vous faites ce matin. Marguerite ? Et côté métier, la sobriété des appels d'offres, c'est d'en faire moins et je pense, de construire cette relation de long terme avec ses partenaires. Et donc peut-être de les challenger moins souvent aussi, parce qu'en fait, dans une relation fructueuse, on n'a pas forcément besoin de ce challenge hyper régulier, quoi. Je me tourne maintenant, merci à tous les 5, vers nos auditrices et nos auditeurs qui ont, je le vois, énormément de questions. Une petite question par ici. Je le savais. Bonjour, Pierre-Louis pour la correspondance de la publicité. J'ai une question pour Mathieu Badi. Sans même parler pour l'instant des biais potentiels avec les annonceurs et du désengagement, vous, sur le fonctionnement de l'indemnisation pour les agences perdantes, tout à l'heure, Fabienne Gila disait qu'on rémunérait pas systématiquement les agences perdantes et qu'on regardait à la prestation fournie. Est-ce que vous allez rémunérer systématiquement toutes les agences perdantes? Vous allez aussi regarder, et même si c'est des trucs nuls, comme vous disiez tout à l'heure, voilà, donc ça c'est ma question. Bah non, parce qu'en fait, à un moment donné, on passe suffisamment de temps à faire des appels d'offres. Je ne vais pas non plus me poser en juge et regarder ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Encore une fois, il faut vraiment le voir sous la logique de la démarche, du symbole et du message envoyé, du conversation opener, comme on dit en anglais. Donc vraiment créer la discussion avec l'annonceur. Parce que plus on arrivera à convaincre les annonceurs, plus les agences seront touchées par ça, plus peut-être en fait on fera des petits et les agences ensuite le feront dans d'autres compétitions dans lesquelles on ne sera pas non plus. Donc en fait c'est un investissement dans le modèle plus que dans les agences concurrentes. C'est ça l'idée. Une autre question là-bas ?
Bonjour, Laurence Rousseau pour Médiamitine. Ça fait 20 ans, effectivement, Dimitri, je suis assez d'accord avec vous quand j'entends parler de ces questions-là. Et qu'effectivement, on ne trouve pas de solution ou des solutions avec des gens qui sont déjà convaincus. Je me demandais s'il n'y avait pas un autre secteur d'activité qui pourrait servir d'exemple dans la démarche, qui a trouvé une solution pérenne, un peu structurée, sur laquelle vous pourriez vous inspirer. Alors, du coup, on est présent dans 4 pays d'Europe, dont les Pays-Bas. Et aux Pays-Bas, par exemple, il y a eu, alors je ne sais pas si c'est une fronde, mais en tout cas, il y a eu les architectes qui ont décidé d'arrêter justement collectivement de répondre aux appels d'offres, parce que c'est un peu comme nos métiers à nous, hein. Il y a de la création, il y a de la projection, il y a beaucoup de travail qui est engagé, beaucoup de choses. Et du coup, ils ont décidé de créer un système qui est lié en fait à l'investissement qui est demandé dans le cadre des consultations. Donc en gros, si vous demandez à des architectes leurs références, leur expérience, les CV, donc finalement une fiche d'identité de leur cabinet, alors c'est gratuit. À partir du moment où vous demandez un travail supplémentaire, en fait, ils ont calibré des niveaux de demande, d'exhaustivité de demande, et chaque niveau de demande correspond à un coût minimum à engager pour le demandeur. Et d'un coup, je pense que ça va structurer très rapidement en fait toute cette industrie. Et ça donne à réfléchir, comme je ne sais plus qui le disait, mais effectivement à 2 fois à se dire est-ce que j'ai vraiment besoin, est-ce que j'ai les moyens? Parce que je pense qu'il y a ça aussi, on n'a pas parlé de ça, mais est-ce que j'ai les moyens de travailler avec une agence aussi côté annonceur? Ça peut ne pas être le cas. Marguerite, elle en a parlé un peu. Hein. Ouais, non, mais tu vois, et en fait, peut-être qu'il y a plus d'intérêt en fait à peut-être engager même, à renforcer son équipe communication et à faire des choses en propre. Ce que font beaucoup d'annonceurs d'ailleurs, qui ont arrêté de travailler avec des agences sur des prestations peut-être un peu plus juste opérationnelles entre guillemets, pour aller chercher la vraie valeur ajoutée des agences où il y a toute cette dimension créative, de conseil, etc. Donc c'est ça aussi qui peut être intéressant, je pense. Eh bien, merci beaucoup à tous les 5 pour vos témoignages. Et effectivement, vous avez engagé le débat. Il y a les pratiques qui vont se déployer cette année côté annonceur, côté agence. Donc, on verra si ça fait des petits sur le marché. On reviendra peut-être pour en parler. Voilà, pour faire le bilan dans 1 an, pourquoi pas. Merci. On a une dernière question. Attends, j'arrive. J'ai pas réellement une question, j'ai une contribution. D'abord, merci à vous tous d'être venus à cette conférence. Bravo pour l'initiative. Moi, je suis le président du groupe Escape, une agence de 70 collaborateurs, mais surtout, je viens en tant que président de l'événement. Et c'est des sujets qu'on a abordés mais depuis des années, puisque je suis au tout début de cette fusion des associations événementielles. Donc, c'est vraiment des sujets, un serpent de mer, hein, comme tu l'as dit, qui nous taraude. J'ai envie de dire qu'aujourd'hui, c'est la commande publique qui est la plus exemplaire, j'ai envie de vous dire. Parce qu'ils ont cette capacité, je suis désolé, hein, j'incrimine personne, je ne vous vise absolument pas, il y a plein d'annonceurs qui nous donnent des très beaux dédommagements, mais très peu. Parce qu'en fait, ils mettent en place des systèmes, déjà il y a un guide qui s'appelle Ligne de conduite, je ne sais pas si vous l'avez, qui donne des guides éco-responsables, comment on travaille avec une agence, comment on travaille avec une agence en appel d'offres, et surtout de ne pas leur demander de création, parce que tout travail demandé doit être rémunéré dans la commande publique. Donc déjà, il y a des guidelines qui existent, qui sont importants, et ils ont cette capacité à mettre des dédommagements très importants. Moi, j'en ai eu un à 100 000 €. Voilà. Et 100 000 €, vous le disiez, Madame Gila, qui est en fonction du travail fait, puisqu'il y a une notation. Donc plus vous avez bien travaillé, vous êtes deuxième malheureusement, mais très très bien travaillé. Donc ça peut monter 80 000 € de ces dédommagements, et les autres n'ont pas très bien travaillé, vont se partager les 20 000 €. Donc en fait il y a un système un peu vertueux qui fait que ceux qui ne travaillent pas, ils n'ont pas grand chose au final. Donc je pense qu'on peut s'inspirer de la commande publique pour essayer de la faire transpirer dans la commande privée, parce que effectivement la commande publique est quand même très très contrainte par des marchés. L'autre point, j'ai envie de vous dire, alors je rebondis sur ce que tu as dit, effectivement, qui est Dimitri, qui était pourquoi on en est là, pourquoi on en parle aujourd'hui. Parce qu'en fait, nos rémunérations s'effondrent au final. Là où on pouvait absorber hier les coûts importants d'appel d'offres, on ne peut plus. Nos temps jour homme n'arrêtent pas de baisser.
Vous avez bien vu qu'il y a eu une inflation post-Covid. On a fait une super évaluation des salaires dans l'événementiel. On a mis un problème avec la HCC parce que du coup, on est relativement cher et on vend très peu nos temps jour homme. Donc on a un vrai souci de cisaillement aujourd'hui pour pouvoir avoir une rentabilité, continuer à vous délivrer des talents, de la créativité, de l'excellence opérationnelle, j'ai envie de vous dire, parce que c'est quand même un métier très dur où il y a un one-shot. Donc comment on fait pour rééquilibrer cette rentabilité que n'ont plus nos agences aujourd'hui pour continuer à se développer, continuer à grandir, continuer à être des acteurs même européens sur un marché qui est très concurrentiel. Donc c'est les deux choses que je voulais apporter en contribution et encore une fois je vous remercie de cette transparence. Je pense qu'il y a tout un travail à faire et à continuer pour pouvoir travailler avec les acheteurs parce qu'aujourd'hui c'est eux qui ont la clé, j'en suis certain. Non, j'ai pas dit tout seul, je suis parfaitement d'accord. Le métier, probablement. C'est du collectif. Vous avez raison, mais toujours plus fort à plusieurs. Je suis d'accord avec vous, mais on a un client commun qui, quand les achats ont décidé d'aller dans le sens inverse, là, ça grippe le système. Ça peut aussi. Une dernière question, peut-être dans un univers qui est déjà concurrentiel et qui va l'être davantage, j'espère qu'on n'en arrivera pas là, mais ça peut être dans le rapport de force et dans une vision plus large que nos marchés domestiques, donc en dehors de la France. Est-ce que au niveau européen, comment ça se passe? Je ne sais pas, mais effectivement, en Italie, en Grande-Bretagne, aux États-Unis, comment est-ce qu'eux ont réussi à mettre en place des solutions pour que ça soit du dédommagement, enfin normé? C'est pareil, encore une fois, dans la recherche de best practices inspirantes, est-ce qu'il y a des choses intéressantes à regarder à l'étranger? Alors donc comme dirait le film, je connais pas tout le monde dans le monde, mais j'ai travaillé effectivement moi aussi en Angleterre, et donc on est présent en Belgique, aux Pays-Bas et en Allemagne, et il n'y a rien de tel qui existe. En Angleterre, il y avait une pratique qui était un peu plus courante, qui était l'idée de chemistry meeting, donc où justement on demandait pas en fait un travail, et en fait on pouvait rencontrer 6, 7, 10 agences. Là c'est pas grave, on vient, on échange. Et il se passe quelque chose ou il se passe rien. Et s'il se passe quelque chose, alors il y a une shortlist qui est automatique avec 2-3 agences. Et là, on peut faire travailler. Et donc là, ça peut donner lieu à un dédommagement parce que d'un coup, on n'interroge pas toute la terre entière. Donc il y a ces pratiques qui sont un peu plus anglo-saxonnes dans l'idée de parce que, comme tu disais, Marguerite, finalement, entre un annonceur et un fournisseur, c'est une relation de collaboration, de co-création, de coopération. Donc il y a un élément essentiel quand même, parce qu'on parle d'argent depuis tout à l'heure, mais il y a un élément, une dimension humaine qui est essentielle. Donc à un moment donné, Stéphane parlait d'un client qu'on a en commun, il y a un moment donné où, au-delà même de devoir travailler, à titre perso, il y a un peu une rupture aussi humaine qui se passe. De dire en fait là on n'en vient pas de la maltraitance, que j'aime pas employer, mais un petit peu professionnelle, de la maltraitance professionnelle, de se dire mais pourquoi est-ce qu'on va engager toute une équipe à se dévouer, à travailler, à réfléchir, à essayer de créer pour des gens qui ne reconnaissent absolument aucune valeur derrière tout ça. Donc en fait, je pense qu'il y a un élément humain aujourd'hui qu'on met tout à fait de côté parce qu'on parle beaucoup de chiffres, mais peut-être qu'il y a une vertu à replacer l'humain au cœur de la relation, non pas agence-annonceur, mais collectif marque et collectif agence, et de se dire peut-être que la solution elle se trouve ici, de retrouver en fait, parce que c'est comme dans n'importe quel sport en fait, quand on est avec son collègue, son copain à côté et qu'on a un lien fort, on se défonce les uns pour les autres, et donc il y a une vertu à travailler dans une dimension plus humaine au cœur que tout le reste. Donc voilà, moi je pense que c'est plus là-dedans, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on est réunis, on représente chacun des entités, mais finalement on est des humains, des citoyens même presque, j'ai envie de dire, qui sommes engagés un peu peut-être au-delà de notre fonction, et qui pensons qu'ensemble, il y a beaucoup de vertus à chercher des solutions, et que c'est l'humain qui est sûrement la solution. Mathieu, je vais juste ajouter, pour aller dans ton sens, effectivement, il y a de plus en plus maintenant de responsables, des achats responsables. Et c'est vrai que finalement, c'est peut-être la RSE qui va faire progresser le schmilblick, parce qu'à force de dire aux acheteurs et aux prescripteurs, aux clients internes, respectez vos fournisseurs, respectez vos prestataires, les agences, organisez des appels d'offres qui soient responsables, avec tout un tas effectivement d'aspects,
sur l'indemnité, sur la prime et sur d'autres aspects, effectivement, comme celle de la limitation du nombre de participants. C'est peut-être ça, effectivement, qui va vous sauver. Et c'est vrai que l'État, je suis assez d'accord avec Stéphane Abitbol sur l'idée que l'État, le public fait des efforts pour être lui-même exemplaire. C'est difficile, c'est long. Arriver à inclure, par exemple, une clause, effectivement, RSE dans un appel d'offres public de communication, c'est compliqué, c'est long, il faut convaincre. Les acheteurs ne sont pas tous dans la même application du code de la commande publique. Donc il faut faire ce travail-là, mais il est vrai que le salut pourrait venir justement de l'application à soi-même de la RSE dans le cadre des appels d'offres. Et pour rajouter, je pense que c'est vraiment un changement de vision en fait, où on passe d'une économie où on va glorifier l'entreprise qui écrase tous ses fournisseurs et son écosystème à accepter que nos organisations elles sont interdépendantes et que donc en fait on a quand même vraiment un intérêt à aussi nourrir et fructifier ces relations de l'écosystème de l'entreprise. Et donc travailler en coopétition, travailler ensemble avec des valeurs qui sont effectivement de plus en plus valorisées, les valeurs extra-financières autant que les valeurs financières. Ce sera le mot de la fin cette fois. Merci beaucoup à tous les 5 et à vous de nous avoir écoutés.